à cette soirée, cet échange autour des mystères de la créativité, un dialogue entre artistes et neuroscientifiques. J'ai le grand plaisir d'animer cette soirée entre Idan Segev et Metin Arditi. Et vous allez voir que non seulement ça va être un dialogue entre neurosciences, artistes, créativité, mais également un dialogue en français et en anglais, puisque chacun de nos conférenciers parlera dans sa langue. Alors, on va basculer, je basculerai du français à l'anglais. Donc, ça sera un dialogue en deux langues. Je me présente peut-être brièvement. Je m'appelle Stéphane Eliège, je suis pédopsychiatre. Je fais aussi des recherches en neurosciences, tout particulièrement dans le développement des maladies du développement, l'autisme et la psychose. Je travaille aussi comme directeur de l'Office médico-pédagogique qui s'occupe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dans le canton, ainsi que de l'enseignement spécialisé. J'aimerais remercier pour commencer tout d'abord l'Université de Genève qui nous accueille ici, son recteur, M. Yves Flukiger, qui a rendu cet événement possible, toute l'équipe de communication de l'Université de Genève, ainsi que toute l'équipe de soutien attachée à l'Université hébraïque de Jérusalem, et notamment Mme Bougnon. Quelques mots pour vous présenter aussi l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est co-sponsor de cet événement. L'Université hébraïque a été créée en 1918 avec des fondateurs illustres tels que Albert Einstein, Martin Buber, Sigmund Freud, Chaim Weizmann. Elle a compté 8 prix Nobel. Elle est rankée ou classée dans le top 100 des meilleures universités au monde, avec vraiment des domaines d'expertise dans les sciences sociales, dans les humanités, dans les neurosciences, les sciences exactes, la médecine. Et elle a typiquement une politique d'intégration à l'image de ce qui se fait aussi à Genève, multidisciplinaire entre les différentes facultés. Elle a une politique de liens forts entre la recherche académique, le monde des sciences sociales et les applications industrielles. J'aimerais aussi profiter de remercier les amis de Swiss Friends of the Hebrew University of Jerusalem Association, et nous avons la chance d'avoir avec nous la présidente suisse, Gültin Efrati, qui est aussi présidente européenne depuis peu. Voilà. J'aimerais présenter notre premier intervenant ce soir, Metin Arditi. Metin Arditi est né en Turquie. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans. Il a commencé sa vie en Suisse comme résident d'une des écoles de la côte, où il a suivi toute sa scolarité. Il a ensuite été à l'école, l'EPFL, où il a étudié la physique nucléaire, et il a poursuivi ses études aux États-Unis par un MBA à Stanford. Il a fait sa carrière professionnelle et très vite est entré dans l'activité culturelle, les activités culturelles genevoises. Il a été président d'un des enfants chéris de la culture genevoise, l'Orchestre de la Suisse romande, et il est impliqué dans de nombreuses autres activités culturelles. Il a une activité d'écriture romanesque importante. Il approche des 20 romans et essais aujourd'hui. Il est auteur de très nombreux prix pour ses romans et ses essais. Vous avez connaissez certainement quelques titres. Dans les titres que je citerai, La dernière lettre à Théo, La pension Marguerite, ou encore La fille des Louganis, Le Turquetto, et récemment Juliette dans son bain. I'm also pleased to
Je suis également ravie de vous présenter notre deuxième conférencier de ce soir, Idan Sedef, qui est un professeur en neurosciences computationnelles. Je suis sûre qu'il va nous expliquer de ce que l'on entend par là. Il est membre du centre Edmond et Lily Safra pour la science et il est responsable du département de neurobiologie à l'Université hébraïque. C'est un chercheur émérite. Vous n'êtes peut-être pas familier de ces périodiques scientifiques, mais il publie régulièrement dans Science, Nature, PNAS. Il est également rédacteur en chef de Frontiers in Neuroscience. Ses recherches sont des recherches très fondamentales. Il essaie de comprendre les capacités plastiques des neurones corticaux, comment ils se créent, comment ils se forment, comment ils élaborent leur morphologie et comment ils interagissent au niveau des microcircuits du cortex. Mais au-delà de cela, Idan Sedef est également très intéressé par les liens entre l'art et le cerveau. Il a coécrit ou coédité un livre d'artistes qui comprend des esquisses inspirées par le cerveau avec d'autres artistes israéliens. Et donc, comme vous pouvez le constater, notre panel est très complémentaire. J'aimerais poser à Metin Arditi, c'est pourquoi d'abord il est tellement fasciné dans son œuvre par la création. La moitié de ses livres, au moins, ont pour thème central la création. Il s'est directement intéressé à des artistes en particulier, que ce soit Nietzsche ou encore Van Gogh, à qui il a quand même consacré 2 ouvrages, un roman, un essai. Et la plupart de ses livres parlent de peinture, de composition, d'artistes, de musiciens ou encore d'écrivains. Metin. Bon, en réalité, moi, je suis vraiment ici plus pour apprendre que pour dire, parce que je me trouve régulièrement devant des interrogations pour lesquelles je n'ai pas de réponse. C'est vrai, j'ai écrit, j'ai essayé de suivre Van Gogh, de comprendre Nietzsche. Je les retrouve régulièrement dans mes textes romanesques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout, je suis probablement dans cette salle un de ceux qui est le plus impatient et intéressé à écouter ce que va nous dire Idan. Pourquoi ? J'ai essayé de dresser un panorama des situations dans lesquelles je me retrouve régulièrement. Elles sont de 3 natures. Et je vais donner dans chaque cas un exemple. Le premier cas de figure, ce sont des histoires, donc des constructions narratives imaginées en lien direct avec ce qu'on appelle la raison ou le conscient. Par exemple, dans l'un de mes romans, qui s'appelle Loin des bras, je raconte l'histoire d'Irène Kowalski et de son mari, un mathématicien allemand qu'elle connaît à Paris, Karl Kowalski, au début des années 30. Karl Kowalski retourne en Allemagne et se retrouve marié avec Irène à Peenemünde, c'est-à-dire tout au nord, au bord de la Baltique, là où les nazis développaient les fusées V1 et V2. Il s'ennuie avec d'autres mathématiciens et un jour qu'elle va faire un voyage à Paris,
Irène Kowalski leur ramène, pour qu'ils passent leur temps, un petit jeu de roulette. Et voilà qu'ils se mettent à jouer entre eux, et j'imagine qu'à ce moment-là, Karl Kowalski invente une technique que j'ai utilisée quand j'étais physicien, qui s'appelle la méthode de Monte-Carlo, qui génère des nombres au hasard, qui permet de simuler des phénomènes trop complexes pour être mis en équation. Alors j'imagine que la méthode de Monte-Carlo est due à lui. Le temps passe, elle les écoute quand ils jouent, ils s'amusent entre eux, elle les écoute dire en français, parce qu'il faut le dire en français, mais avec leur accent allemand, « faites vos cheux, rien ne va plus », etc. Ça la marque. Des années plus tard, il est décédé, Irène Kowalski se retrouve à accompagner la maman d'un élève. Elle travaille dans une école privée en Suisse romande. Elle accompagne la maman d'une élève à Divonne. Cette maman va de temps en temps jouer à la roulette quelques sous, 3 sous, rien de grave. Mais quand Irène Kowalski écoute les croupiers dire « faites vos jeux, rien ne va plus », alors là, évidemment, le monde s'écroule. Et puis elle retourne, elle est bouleversée. Elle retourne parce qu'elle recherche son mari et elle se met à jouer. Et puis, au fil de l'histoire, elle se ruine. Ça, c'est un exemple où l'histoire a été inventée, mais elle est en lien direct avec des informations qui proviennent vraiment de mon conscient. J'ai travaillé à la méthode de Monte-Carlo et j'ai étudié évidemment les questions liées à la roulette, etc. Dans cette histoire, on peut dire qu'il y a relativement peu qui est inventé, si ce n'est que c'est quand même une histoire elle-même inventée de toutes pièces. Il y a des histoires qui sont imaginées sans un lien évident avec le conscient, mais dont je comprends par la suite le lien avec le subconscient. Je ne sais pas là ce qui se passe, et je suis très intéressé de savoir ce qui se passe, et je vais donner un exemple. Je le racontais tout à l'heure à Idan. J'ai écrit de 1910 à 1912 un roman intitulé Prince d'orchestre. C'est un roman très dur, c'est un roman dans lequel je n'ai fait strictement aucune concession dans ma description du monde de la grande musique symphonique. J'étais à l'époque président de l'orchestre de la Suisse romande. J'ai donné du monde symphonique une description d'une cruauté absolue, ce qui n'était pas, entre parenthèses, la meilleure des idées sur le plan commercial. C'est parce que le grand public aime lire, mais je l'ai fait sans hésiter. Et j'ai compris une année après avoir sorti le livre, au moment où j'ai démissionné de ma présidence d'orchestre parce que je voulais passer plus de temps à l'écriture, parce que j'avais été nommé à l'UNESCO, etc., j'ai compris alors de façon absolument claire que j'ai écrit ce livre pour me convaincre qu'il fallait quitter le monde de la musique classique. C'était une façon pour moi de me mettre à la porte, en quelque sorte. Et puis il y a un troisième type de situation dans lequel, alors là vraiment, je ne comprends plus rien. Donc il y a une sorte de crescendo dans mon incompréhension entre le premier cas de figure où il y a un lien entre la création et la raison, un deuxième cas de figure où il y a un lien compris par la suite entre la création et le subconscient, et puis il y a un troisième cas de figure où je ne comprends vraiment plus. Et je donne un exemple. J'étais en train d'écrire, j'ai plusieurs exemples, mais je vais en donner un seul, pas monopoliser. J'étais en train d'écrire Loin des bras.
Et c'était l'été, sur la petite île où nous avons une maison à Spetses. Ma femme me dit un jour, écoute, nos voisins nous proposent d'aller manger un poisson ce soir. Alors, nos voisins, c'est des gens que j'aime beaucoup, et chaque année, on fait au moins 1 ou 2 dîners ensemble dans le petit bistrot au bord de l'eau qui est juste devant nos maisons. Et c'est des moments que j'adore. Et je dis à ma femme, écoute, s'il te plaît, rien, pas ce soir, je suis dans tous mes états. Pourquoi est-ce que j'étais dans tous mes états? Parce que je décrivais un instant de la vie d'un personnage qui s'appelle Vera, cette femme qui était professeure d'italien dans un internat du bord du lac. Cette femme avait perdu son fils de 12 ans. Elle était dans cet internat, elle participait à ce qu'on appelait alors les cours de danse, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, les élèves recevaient, il y avait des jeunes filles qui venaient d'un pensionnat de jeunes filles, et puis les garçons et les filles apprenaient à danser pendant 1 heure chaque semaine, le mercredi soir, de 8 à 9. Et j'étais en train d'écrire l'instant, et Vera avait... Il se passait quelque chose avec un de ses élèves de la classe d'italien. C'était un garçon brillant, de 18 ans, très beau, qui l'a malmené un petit peu. Et elle était fascinée par ce garçon. Et au moment où ma femme m'a posé cette question, j'étais en train de décrire ce que moi je considérais comme l'instant de bascule de cette femme dans la consolation. C'est-à-dire que le maître de danse mettait un disque. Ce disque, c'est une chanson que tout le monde connaît qui s'appelle Brasil, qui est très rythmée. Et il mettait une version à la trompette. Et Vera était assise sur sa chaise, elle ne dansait pas à cet instant, elle avait les jambes croisées. Et je décris tout à coup cette femme qui était dans le malheur le plus profond qu'on puisse imaginer et qui commence du bout de son pied à rythmer la musique. Elle était en train, et plus tard dans la scène, elle allait se lever et elle allait danser avec ce garçon. Et ensuite, elle allait s'enfuir, enfin, il y a tout un développement. Mais à cet instant-là, où le maître de danse a mis cette musique, elle était en train de taper du pied. J'étais en train de décrire cela, et quand ma femme m'a demandé d'aller dîner avec nos amis. J'ai continué mon travail jusque tard le soir. C'était 9h30, 10h, et là je n'en pouvais plus, j'étais épuisé émotionnellement, et j'ai demandé à ma femme d'appeler nos amis pour leur demander si par miracle ils étaient encore disponibles pour aller dîner. On dîne tard en Grèce, c'était l'été, voilà. Ils l'étaient. On va dîner, on s'assied, et à un moment donné, il y a le mari de nos amis qui dit « Je vous demande pardon, mais je dois aller chercher la belle-sœur de ma femme ». Elle arrive au port avec l'hydroglisseur venant d'Athènes et je la ramène. Il se lève, il part, et au moment où il part, notre amie, sa femme, nous raconte que sa belle-sœur a vécu un drame, qu'elle a perdu un enfant et qu'elle s'est consolée dans les bras d'un garçon beaucoup plus jeune qu'elle. Idan, Metin is telling us about Idan, Metin nous parle d'un processus de création qui est si complexe. Il y a l'émotion, il y a beaucoup d'imagerie mentale, il y a aussi la mémoire et
il a décrit l'acte de la création, il a expliqué sa description de sa propre vie qu'il projette chez le personnage de son livre. Alors, y a-t-il une explication au niveau de la neuroscience? Et qu'en est-il? J'aurais voulu dire non, mais je suis scientifique, donc je suis censée dire oui. En tant que scientifique, on est mégalomane. Si on est scientifique, ça veut dire c'est parce que on veut tout comprendre et on croit tout comprendre ou pouvoir tout comprendre, quel que soit le domaine scientifique. Alors, le cerveau, c'est une machine qui est composée de différents éléments que j'étudie. J'essaie de comprendre la mécanique du cerveau. Alors, qu'entend-on par comprendre? À quel moment est-ce que je vais dire que j'ai compris le cerveau, le processus de médecine? A priori, je devrais arriver à un moment où je suis capable de construire cette machine en me fondant sur les différents principes que j'ai découverts, et cet appareil sera en mesure d'écrire des romans ou avoir des émotions, les mêmes émotions que Métine ou que moi-même. Alors, cet appareil devrait être unique en son genre. Il y a l'effet de l'environnement sur cet appareil aussi, sur cette machine. Il n'y a pas que les éléments innés, mais oui, nous sommes des machines. Métine l'est, je le suis, et on devrait être capable de les expliquer. Donc, ma réponse est en principe oui. Mais nous en sommes encore très loin parce qu'il y a certains principes de base au niveau de la recherche sur le cerveau que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas les aspects mécaniques du fonctionnement du cerveau. Il y a encore énormément de lacunes. Donc, en principe, la réponse à votre question est oui. Et au sein de cette question, je dirais que l'aspect le plus fascinant est la créativité. Notre cerveau est très semblable au cerveau d'autres mammifères, les chimpanzés et d'autres cerveaux, mais nous sommes apparemment le seul cerveau qui génère de nouvelles choses tous les jours, y compris cette séance. On génère de nouvelles choses en utilisant la même physique. Mais il y a des éléments uniques chez nous qui... nous sommes capables de créer des choses nouvelles. Nous sommes une espèce très récente, une espèce qui, avec le même cerveau qui n'a pas évolué depuis 200 000 ans, nous générons de nouvelles choses tous les jours, des téléphones portables, des ordinateurs, de la nanotechnologie, l'optique, etc. Qu'est-ce qui est unique dans notre cerveau du point de vue mécanique? Voilà la question. Et nous n'avons pas encore la réponse à cette question. Qu'est-ce qui nous rend aussi unique? Je ne suis absolument pas capable de pouvoir expliquer des capacités de haut niveau telles que rédiger quelque chose, écrire un livre, me souvenir de quelque chose que j'ai fait il y a très très longtemps. On ne comprend toujours pas ces aspects-là. Je suis désolée de vous le dire, mais je vais devoir... Vous allez être frustrés et d'ici la fin de cette soirée, vous n'allez pas vous comprendre. Cette frustration n'est pas bonne, bien entendu. Mais en même temps, du moment que vous achetez mes livres, ma foi... Mais y a-t-il des éléments qui, d'après nous, contribuent de façon essentielle à la créativité? Réponse.
Alors, le premier point, je pense que c'est un point important, c'est que depuis 200 000 ans, depuis que Homo sapiens est arrivé sur la planète, il n'y a pas de changement génétique qui pourrait expliquer de nouveaux phénomènes tels que l'écriture ou les mathématiques. Donc, il y a 200 000 ans, la structure du cerveau était présente, mais l'écriture et les mathématiques ne sont apparues que bien plus tardivement. Ils n'existaient pas il y a 200 ans. Donc, il y a 200 ans, le cerveau en tant que tel qu'il existe aujourd'hui, existait déjà. Et il y a eu des micro-changements, mais qui n'expliquent pas cette nouvelle créativité que nous vivons aujourd'hui au quotidien. Deuxième chose, le poids du cerveau. On ne peut pas dire que les gens le poids du cerveau. Le cerveau d'Einstein pesait 1,2 kg. Il était bien plus petit que d'autres cerveaux, donc ce n'est pas la taille. Donc, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Nous avons le génome du Néandertal. Nous n'avons pas le même cerveau, par contre. Mais cette espèce-là n'était pas dotée de la même créativité et n'a pas été capable de découvrir le feu, la construction de maisons, la communication linguistique, etc. Et c'est une espèce qui a donc disparu et nous sommes la seule espèce qui a survécu et c'est grâce à notre cerveau. Et c'est dû à plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons énormément de micropuces dans le cerveau. 10 puissance 11 unités appelées des cellules nerveuses. Donc, c'est une masse très importante. Nous avons créé donc un cerveau extrêmement grand, relativement parlant, par rapport à la taille de notre corps. Et ces cerveaux arrivent à faire énormément de calculs. C'est un réseau aussi, c'est un élément qui est en état de réseau, qui est dans un réseau, et c'est l'état du cerveau. Le cerveau permet la création de nouveaux éléments. Dès que je crée quelque chose de nouveau, mon cerveau va être dans un nouvel état, un état différent. Ce sont les cellules qui vont évoluer, l'état de mon cerveau sera différent, permettant la création de quelque chose de nouveau. Donc, le nombre de cellules est un des facteurs qui explique notre capacité à créer des éléments nouveaux. Mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a un nombre d'éléments qui génèrent des phénomènes. La maladie aussi. Tout phénomène est une interaction de cellules. Donc, génération d'éléments nouveaux ou apprendre quelque chose de nouveau. Mais pourquoi on génère quelque chose de nouveau? Là, je ne peux pas vous répondre. Autre élément très important, nous avons le plus grand nombre de connexions entre les différentes régions du monde. On a toujours envie de penser au cerveau comme étant des éléments séparés, la vision, l'audition, les émotions, etc. Mais en réalité, le cerveau est interrelié. Toutes ces parties du cerveau sont reliées entre elles. Et quand je vois quelque chose, je ressens quelque chose, tout simplement parce que les informations sont transférées de façon tout à fait fluide et harmonieuse entre les différentes régions du cerveau, ce qui nous permet de générer d'ailleurs le langage. Le langage est un exemple de quelque chose qui nécessite énormément de modalités. Par exemple, ce verre, quand je dis le mot verre, j'entends par là le verre visuel, mais aussi le goût du verre, ainsi que le toucher du verre. Et le singe ne pourra pas générer la notion de verre grâce à quelques sons
à un nombre limité de sons, j'arrive à représenter quelque chose. Donc, vous nous dites que notre cerveau a évolué et est devenu un réseau très interrelié avec beaucoup de connexions, que plus, ce n'est pas forcément mieux. On a comme exemple Einstein. Et puis, vous avez parlé de la capacité du cortex à s'optimiser au fil du temps. Et c'est cela qui serait lié à une création plus poussée, une créativité plus poussée, ou en tout cas des compétences plus poussées en matière de créativité. C'est en tout cas ce qui a été démontré pour certains mathématiciens ou musiciens. Est-ce que cela signifie qu'à un moment donné, on ne pourra pas aller plus loin du point de vue de la créativité ? Bon, ça, c'est une question très compliquée. Moi, j'aurais une autre question, dit M. Arditi. Vous avez dit que nous sommes 3 machines, mais nous ne sommes pas seulement des machines, puisque nous avons des émotions. Et les différentes zones du cerveau qui agissent, en tout cas pendant la procédure de création, par exemple, pendant qu'on écrit, ces zones sont déterminées essentiellement par nos émotions. Vous êtes d'accord? Nous avons toutes sortes d'émotions, des émotions positives et des émotions négatives. Et les émotions négatives entravent notre capacité à écrire sur certains sujets. Je sais qu'il y a certains sujets qui sont si douloureux que j'ai énormément de mal à les mettre sur papier. Et quand j'y arrive, le résultat n'est pas bon. Ce n'est pas une expression libre. Comment est-ce que vous combinez cela avec votre modèle de machine ? Comment est-ce que vous y intégrez l'émotion? À quel moment? Ces émotions qui libèrent le flux ou qui, au contraire, le bloquent? Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr. Alors écoutez, nous sommes ici à Genève avec un des meilleurs groupes du monde en matière de neurosciences. Ce sont ceux qui sont à l'Université de Genève. Alors, les neuroscientifiques nous voient comme machines. Les émotions sont l'émergence d'un phénomène physique. Vous dites que nous avons des émotions, mais bien sûr, nous avons des émotions, mais cela ne signifie pas que ce ne sont pas des choses physiques. Vous êtes fâché, vous êtes triste, vous avez peur, etc. Je sais que parfois, quand je le dis cela, les gens m'en veulent, mais je n'y peux rien, c'est physique. Je n'y peux rien. Je me suis penchée sur les différentes zones du cerveau, toutes les différentes parties, et ce sont des signaux. Quand vous prenez le Prozac, ça va affecter les différents signaux, c'est physique. Quand vous avez une AVC, vous allez avoir cette capacité d'envoyer des signaux qui sera touchée, ce qui va vous empêcher d'avoir certaines capacités. À moins qu'on ne me prouve le contraire, le cerveau, ce n'est que des matériaux. Il y a les gènes génèrent des muscles, les gènes génèrent mon cerveau, et ces mêmes gènes créent mon cerveau. Et le cerveau est capable de changer avec l'interaction. Alors, mon muscle, lui, est plastique. Donc, quand je m'entraîne, quand je vais au fitness, par exemple, j'ai le muscle qui va se développer. Le cerveau est plastique. Nous
sommes capables de nous adapter parce que grâce à notre mémoire, c'est une mémoire de changement physique. Et ensuite, il y a l'optimisation, quelque chose qui a à voir avec notre capacité à changer en temps réel. D'ailleurs, votre commentaire à propos de cette incapacité d'écrire quand vous avez des émotions négatives, et d'ailleurs je ne les comprends pas très bien, je ne comprends pas tout à fait ce que vous entendez par émotion négative, parce que ça c'est une décision que vous prenez par la suite. Ce n'est pas quelque chose que vous réalisez tout de suite. Il y a des choses merveilleuses qui découlent d'émotions de ce genre. Metin Arditi, alors, le négatif pour moi, c'est uniquement lorsque l'émotion me bloque. Je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à l'émotion en tant que telle. Donc, c'est négatif quand ça bloque et c'est tout, c'est ça? Oui, tout à fait, dit M. Arditi. Parce que ce qu'on dit négatif, en fait, ça fait partie de la vie, dit M. Segev. Alors, donc, on parlait de cette connexion entre ces cellules, synapses, et c'est ce qui nous permet de changer tout le temps la qualité, l'efficacité et la génération de nouvelles connexions. Et cette capacité plastique du cerveau à réagir et d'optimiser la réactivité en temps réel, c'est vraiment unique en son genre. Les chimpanzés arrivent à l'apprendre, mais nous avons un ensemble de protéines qui est bien plus développé que dans d'autres cerveaux, et ces connexions vraiment uniques permettent le flux d'informations d'un ensemble à l'autre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement développé dans nos synapses pour ce qui nous permet de nous adapter très rapidement et optimiser nos réactions. Parfois, du moment qu'on n'a pas trop d'informations qui nous bombardent à un moment donné et qui nous empêchent d'agir. Donc, si on compare les synapses d'un mammifère à l'autre, nos synapses sont bien plus capables d'évoluer en temps réel, de changer en temps réel. Si vous placez un ordinateur devant un enfant, l'enfant va comprendre très rapidement ce qu'il doit faire. Si vous placez un iPhone devant entre les mains d'un enfant, vous verrez qu'en quelques instants, il aura appris à envoyer un message. Nous disons qu'on n'a pas évolué depuis 200 000 ans, et pourtant la créativité humaine a explosé depuis 3000 ans. Mais je ne sais pas ça. Vraiment, je sais. Vraiment, je ne sais pas. J'ai le sentiment qu'on doit rester extrêmement modeste et extrêmement humble en l'espèce. Il y a des exemples. Par exemple, toute la philosophie grecque a été conçue il y a 3000 ans. Et qu'avons-nous fait depuis? On l'a interprété. On l'a mise un petit peu au goût du jour. En matière d'art, je ne suis pas sûr que les expressions contemporaines soient vraiment... alors que le iPhone est effectivement dans le domaine scientifique, là il n'y a pas de discussion possible. Le iPhone, l'ordinateur, là les avancées sont spectaculaires. Mais en matière de création artistique, vraiment... Je ne suis pas sûr. Hein. Il faut rester... Quand on lit les romanciers russes du 19e, moi, quand je lis Dostoïevski, je n'ai qu'une envie, c'est d'arrêter d'écrire. Parce que, voilà, tout a été fait, tout a été dit, c'est fantastique.
Donc, je ne sais pas. Je me suis mal expliqué. Dis-moi. Tu cites l'époque antique autour de l'écriture, de la philosophie. Les Russes, à un moment donné, dans un espace donné. Finalement, est-ce que la créativité, elle n'est pas aussi, pour permettre l'expression, la rencontre dans un espace donné, dans un temps donné? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des espaces, des interactions qui, à un moment donné, permettent à un groupe de personnes une explosion de leur créativité, de leur potentialité créative? Bon, c'est vrai que si l'on songe par exemple à la Florence de la première moitié du XVIe siècle, voilà, par exemple, voilà, Venise, Florence, entre 1500 et 1550, Machiavel va au bistrot, croise Michel-Ange, etc. Enfin, c'est hallucinant. Mais c'était comme ça. C'était un tout petit bourg. Et c'était comme ça. On peut aussi penser effectivement à la Grèce de Périclès. Les impressionnistes. On peut penser aux impressionnistes, absolument. On peut penser aussi à ce qui s'est passé en Terre Sainte. Il fut un temps, parce qu'il y a quand même quelque chose de magique dans ce qui s'est passé, dans ce qui a été écrit à cette période. Donc, effectivement, il y a deux points de vue. Il y a un point de vue relatif qui consiste à dire, ma foi, chacune de nos époques a besoin d'expression. Il faut que les artistes puissent s'exprimer à leur manière. C'est un point de vue relatif. Il y a aussi le point de vue absolu qui consiste à dire il y a des standards de beauté qui sont plus élevés que d'autres. Voilà. Et c'est vrai que lorsqu'on s'occupe, par exemple, de l'équilibre d'un amphithéâtre grec, moi, j'ai le sentiment que c'est la perfection. Et c'est aussi un travail d'une énorme subtilité. Chacun sait que les colonnes du Parthénon, par exemple, ne sont pas juste des colonnes bing-boum comme ça. Elles sont toutes différentes, elles respectent la règle du nombre d'or. Tout est le résultat d'une très grande précision, d'une très grande subtilité. Donc oui, c'est vrai, chaque époque a ses expressions, mais voilà, je préfère quand même l'amphithéâtre d'Épidore au stade de la Praille. A question for Idan. You have shown us how creativity is. Question pour Idan. Vous avez parlé de la créativité qui provient d'un système très organisé, une machine parfaite. Comment est-il alors possible que la créativité soit si souvent liée à un déséquilibre, notamment à un trouble mental? Métine a écrit à propos de deux artistes qui étaient atteints de troubles bipolaires, Nietzsche et Van Gogh. Or, il s'agit là d'individus qui étaient certainement parmi les plus créatifs de leur époque. Ils étaient à ce moment-là très proches de l'abysse pourtant. Alors comment expliquer ce paradoxe ? Eh bien oui, il est vrai qu'il y a des exemples de ce cerveau unique qui souffre beaucoup ou qui rencontre de graves difficultés telles que la schizophrénie, les troubles bipolaires. On voit des gens qui arrivent dans la maladie d'Alzheimer, ces gens deviennent créatifs. Donc on voit des modifications au niveau de l'activité cérébrale, une association à des choses nouvelles, des nouveaux phénomènes. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont créatifs et qui ne sont pas forcément bipolaires, tout du moins de ce que je pense. Et donc,
on n'a pas forcément besoin d'être bipolaire pour être créatif, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, laissez-moi vous dire ce que j'en pense. Un cerveau créatif, en principe, devrait être dans un état qui est un état nouveau pour ce cerveau. Quelque chose qui n'était pas là auparavant. Je parle d'état, d'activité électrique. Donc, c'est une activité physique d'un groupe de cellules qui commence à travailler, à interagir à un moment donné, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Cette nouvelle activité, on a tant de capacités différentes, des capacités statistiques étonnantes. Il y a tout un tas de choses que je ne peux même pas imaginer qui pourraient se passer en termes de combinaisons. Et donc ces maladies, en principe, et bon, lorsque vous lisez des choses sur des créatifs, vous leur demandez à quel moment votre idée créative est apparue. J'ai lu beaucoup de livres à ce sujet et des gens créatifs qui parlent de ce moment de création. Ils disent qu'il s'agit de moments uniques. Il s'agit de moments uniques dans la vie normale d'un cerveau avant de s'endormir ou quand on a un petit peu de fièvre. C'est très très bon pour la créativité. Alors vous pourriez me demander pourquoi. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont exactement ces conditions. On est un petit peu au milieu de quelque chose. On est. Je suis sûre que vous pouvez demander à des gens qui créent quel est ce moment. Eh bien, ce moment, c'est le cerveau qui est dans un état nouveau. Ce n'est pas un état répétitif, habituel. À ce moment-là, il se peut qu'une nouvelle idée émerge. À ce moment-là, il faut commencer à y travailler de manière plus systématique pour en faire quelque chose qui soit communicable, lisible. Mais c'est ce moment, ce zeste, ce moment aha, eureka, c'est un nouvel état cérébral. Et je pense que ces gens qui sont bipolaires ou qui prennent des drogues, qui prennent du LSD par exemple, ce que je ne recommande pas, mais je vous dis que cela peut amener le cerveau dans un nouvel état et là, on peut devenir quelque chose d'autre de manière momentanée. C'est comme ça que je vois les choses. Où on se sent désinhibé, libéré, désinhibé. C'est vrai qu'il y a des collègues à moi qui disent qu'ils aiment bien boire un verre avant de se mettre à écrire, ou 2 verres. Bon, évidemment, personnellement, ça n'est pas possible, ça ne fonctionnerait pas, mais j'ai absolument besoin de me sentir rassuré, et en particulier, non pas tant par l'environnement dans lequel je me trouve, qui m'est assez égal, mais dans l'état psychique dans lequel je me trouve, et qui me libère. Donc, je crois, c'est effectivement tout à fait juste ce que tu disais, que la dernière année de vie de Van Gogh, c'était quasiment 1 toile par jour. C'était incroyable. Et la dernière année de vie à peu près lucide de Nietzsche, avant les 10 dernières années de folie complète, où il était interné, mais la dernière année, c'est 4 livres. Donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de libération qui se fait. Moi, je n'ai pas passé par ces phases, comme l'a si gentiment rappelé, je ne suis pas encore bipolaire, ça viendra, mais j'ai, disons, à mon échelle, je ressens le besoin de me sentir libre d'écrire sur le sujet en question. Et ce sentiment de liberté, il a plusieurs sources. Il y a évidemment le côté psychologique, la peur, l'angoisse de découvrir des domaines qui pourraient me raviver des douleurs, me faire de la peine, ça c'est sûr, mais il y a également la question du savoir, la question de la compétence,
Et c'est vrai que lorsqu'on n'est pas compétent dans un domaine, ce que l'on écrit est mauvais, c'est lourd. Je me suis trouvé une fois dans une situation où j'avais vraiment un tout petit paragraphe à écrire. C'était dans La fille des Louganis, sur mon personnage principal, Pavlina, qui à un moment donné était couturière et travaillait dans un hôtel. Elle réparait tout ce qui touchait à la literie. Et pour décrire ça, j'avais cherché dans tout Paris. J'ai trouvé finalement une librairie qui avait des livres sur la couture. J'en ai acheté 5. J'ai acheté tout ce que j'ai trouvé, je les ai lus. Et finalement, j'ai réussi non pas à trouver ce que je cherchais, mais à trouver quelque chose qui pouvait s'adapter à mon histoire. Et à partir de là, je l'ai potassé et la plume filait bien. Mais il fallait avoir quand même un niveau de compétence suffisant pour qu'il y ait l'effet libératoire. Alors l'effet libératoire, il peut être dû à une compétence, mais il peut être dû aussi à une absence d'angoisse. Et cette angoisse, elle est mauvaise, elle est négative dans l'écriture. Si on revient justement à la particularité de la folie bipolaire, au fond, il y a une surreprésentation d'artistes avec ce trouble. Il y en a vraiment beaucoup. On pourrait en citer énormément. Est-ce qu'au fond, la capacité productive de ces personnes ne vient pas précisément de l'alternance entre, d'une part, l'explosion, le foisonnement, cette espèce de débordement, et en même temps la capacité organisatrice de la dépression, la capacité à ramasser les morceaux et de délivrer et de mettre en sens, de n'être pas que dans le foisonnement et la dispersion? Je ne sais pas, Stéphane. Moi, je crois que toi, tu es beaucoup mieux placé que moi pour... Mon sentiment en ayant passé, j'ose le dire, des années avec Van Gogh et Nietzsche, mon sentiment, c'est que dans leur période de créativité maximale, l'un comme l'autre, donc Nietzsche était un philosophe, mais c'était aussi un artiste, c'était aussi un très grand poète, l'un comme l'autre étaient dans des situations dans leur vie, vivaient des moments où ils avaient un besoin impératif de communiquer avec autrui. Et ils n'arrivaient pas à communiquer. Ils étaient plongés dans leur solitude et ils ne savaient pas comment se sortir de cet enfer. Et la seule façon qu'ils avaient de s'en sortir, c'était par leur art. C'était pour eux une façon d'être avec le monde. Ouais. J'aimerais juste rajouter quelque chose dont je pense qu'il nous faut tenir en compte. Il y a l'aspect contrôle professionnel, mais il y a également l'aspect aléatoire. En effet, bien souvent, dans la science notamment, les choses n'ont pas forcément été conçues de manière systématique et tout d'un coup, il y a quelque chose d'un petit peu inattendu qui survient. Avec Einstein, on a des idées, on a des exemples d'idées qui lui sont venues comme ça. Saint-Saëns également a aussi écrit une pièce. Il lui manquait un dernier accord. Et finalement, c'est son chat qui lui a donné la réponse en sautant sur le piano. Donc parfois, il y a des aspects de la créativité qui ne sont pas intentionnels. Cela provient de l'extérieur.
Et puis, il y a autre chose. Si vous me demandez quels sont mes moments de créativité, eh bien souvent, c'était dû à des interactions avec d'autres personnes. Il est bien souvent arrivé dans l'histoire que des gens de différentes disciplines se sont rencontrés. Et c'est pourquoi je pense que les artistes peuvent m'influencer beaucoup en tant que scientifique, et vice-versa, bien sûr, car ils ont un langage différent. Mais les interactions avec des gens qui ont des approches différentes à la vie sont essentielles. C'est à l'intérieur de moi. Peut-être que je pourrais également être artiste. J'aurais pu être artiste si j'avais élu de l'être, mais c'est à l'intérieur de moi. De toute évidence, c'est bloqué en moi. Et en rencontrant ces autres personnes, eh bien, cela se libère. Et l'on voit des groupes de personnes lorsque Einstein a eu son année miraculeuse, puis 2 ans après, Picasso a lancé un nouveau mouvement artistique. Tout ceci est arrivé plus ou moins au même moment, car ces gens-là se sont influencés les uns les autres. Et donc on a vu l'émergence de 2 espèces de cultures qui ont convergé et qui ont généré quelque chose grâce à leur friction, quelque chose qui n'aurait pas pu être créé par chaque culture isolément. C'est donc aléatoire, c'est dû à des interactions de divers aspects de l'humanité qui peuvent promouvoir la créativité dans divers domaines. Idan, vous insistez beaucoup sur cet aspect clé de l'imagerie mentale. En effet, bien souvent, l'on entend cela à propos d'individus autistes qui résolvent des problèmes mathématiques. Ils disent que ce n'était pas du calcul, que c'est quelque chose qu'ils ont vu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ce mécanisme ? C'est plus de votre domaine que du mien, mais lorsque vous allez dans ces grottes préhistoriques en France, dans le sud de la France, à Altamira, au nord de l'Espagne, eh bien tout d'un coup on se rend compte que ces gens, c'était les premiers à arriver à mentaliser un bison, un cheval. Ils marchent pendant des kilomètres et des kilomètres et grâce à leur mémoire et seulement à leur mémoire, ils arrivent à le reproduire. C'est quelque chose d'unique aux humains. On ne connaît pas d'autres espèces qui le fassent, qui utilisent leur mémoire pour répéter sur un tableau ou sur un plafond un motif. C'est typiquement humain de se souvenir et de reconstruire physiquement par le mouvement quelque chose que l'on a vu par la peinture, par la sculpture. C'est unique chez les humains. Je ne comprends pas ce mécanisme. On comprend bien la mémoire, mais comment recruter la mémoire pour votre propre dessin? Comment arriver à accéder à la mémoire? Je sais comment me souvenir des choses, mais je ne sais pas comment y faire appel lorsque je le souhaite, au moment où je suis dans la grotte et que je veux commencer à dessiner un bison. Je commence à le faire, ensuite je vois que le bison correspond exactement au souvenir que j'ai du bison réel. C'est une capacité humaine qui est unique et qui est utilisée dans tout processus créatif. Vous utilisez votre mémoire, les références que vous avez en mémoire, et vous les extrayez de votre cerveau quand vous le voulez. C'est quelque chose de fascinant. Pour moi, c'est très difficile de comprendre cette notion à la demande. Je ne pense pas au libre arbitre. Comment est-ce qu'on est une machine, mais comment est-ce qu'une machine pourrait avoir un libre arbitre? C'est quelque chose dont on pourra peut-être discuter une autre fois, la question de la volition. On peut créer quelque chose que l'on a déjà vu, je peux le comparer, je suis satisfait. Picasso, pour revenir à ce que tu disais auparavant, Picasso pensait qu'il y avait de meilleurs artistes que lui. Les gens de Lascaux étaient des artistes qui étaient meilleurs que lui-même. Et donc il y avait de grands artistes il y a 30 000 ans. Il y a ces hommes préhistoriques qui voient les choses dehors, retournent au fond d'une caverne et de mémoire repeignent. Il y a aussi la notion de synthèse. En fait, tous les artistes dont nous avons cité les noms, tous les grands artistes, avaient eux-mêmes des modèles, avaient eux-mêmes des références. Van Gogh avait ses références. C'était, par exemple,
les estampes japonaises, mais c'était aussi Millet, Delacroix. Il a passé beaucoup de temps à copier. Et du reste, dans la grande tradition classique, on copiait beaucoup pour apprendre le métier, n'est-ce pas? C'était la dimension artisanale de l'art est une chose qu'il ne faut jamais négliger, elle est essentielle. Et chacun avait ses références. Nietzsche avait lui-même ses références. Donc c'est vrai aussi que il y a, comme tu le dis, le hasard qui joue un rôle dans la vie, il joue un rôle dans nos vies à tous, et le hasard de rencontrer quelqu'un, ça vaut pour le couple, et le hasard de croiser l'œuvre d'un autre artiste, ça vaut aussi pour l'artiste. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas, et il ne faut pas. Je veux dire, c'est ce qui fait la beauté aussi de la chose, c'est que, voilà, c'est la vie. Idan, you spoke before. Idan, vous avez mentionné un certain nombre de substances, Rimbaud, Baudelaire, le hashish, Andy Warhol et le LSD. J'en passe et des meilleurs, mais des études récentes ont démontré qu'en prenant des champignons hallucinogènes ou du LSD, l'on pouvait modifier le fonctionnement et la connectivité cérébrale de manière assez durable. Les mêmes chercheurs ont également pu prouver que cela agit sur des mécanismes cognitifs qui accroissent la sensation d'ouverture. Alors l'ouverture est-elle l'une des clés de la créativité ? Y a-t-il quelque chose d'important qui se passe à ce niveau-là de votre point de vue ? You see, you ask me questions. Bon, vous me posez des questions qui vont au-delà. Alors bon, comme vous l'avez mentionné auparavant, moi je fais de la recherche fondamentale en neurosciences. J'essaie de comprendre les mécanismes qui sous-tendent des phénomènes. Au niveau des neurosciences, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et il y a un bon à faire entre les descriptions que je fais, les descriptions mécanistiques que je fais, et les phénomènes, notamment le phénomène d'ouverture. Comment l'expliquer ? Eh bien, j'imagine même pas comment le faire. Comment le faire sur la base de synapses, de neurones, de régions cérébrales ? C'est un langage un petit peu différent. Ce langage cognitif est essentiel, bien sûr, car on se comporte d'une certaine manière, on est une espèce cognitive, mais comment lier ces choses fondamentales que nous apprenons très vite, qui nous permettent de comprendre notamment des maladies, ainsi que et les lier à des phénomènes émergents, comme on les appelle en physique, le sentiment de créativité, d'ouverture, ces émotions. On est tellement loin de les comprendre que je n'oserais même pas vous dire quelque chose d'intelligent à ce sujet, je ne le pourrais pas. Ce serait bête de ma part de le faire, car ce n'est pas le langage que je parle. Moi, mon langage, c'est les neurones, les synapses, les substances chimiques. Et il est difficile pour moi, pour l'instant, de passer à cet autre niveau. Cela viendra, mais donnez-moi un petit peu de temps. Cognitive neuroscience. Les neurosciences cognitives tendent à penser que l'on peut accroître le recrutement, la taille des réseaux ou la complexité des réseaux impliqués dans une activité quelconque. Comment nous expliquer qu'une expérience toute simple, le fait d'ingérer des champignons hallucinogènes, peut le faire ? Mais même ça, on ne le comprend pas très bien. On parle de one-shot memory. Mettons, vous ayez un accident de voiture, un traumatisme, une fois. Vous vous en souviendrez très certainement toute votre vie. Pas besoin de le répéter, vous vous en souviendrez. Cela veut dire qu'à cette occasion unique, qui était très importante pour votre survie, c'est un accident qui aurait pu être fatal, cette occasion est intégrée immédiatement, en quelques secondes. Le réseau a complètement changé de manière physique et ce réseau sera réactivé avec des petites associations, des associations mineures qui vous y ramèneront. Et vous pourrez avoir une vie de psychothérapie, de psychanalyse pour essayer
de ralentir cette connectivité forte qui a été créée à cette occasion unique. Et donc j'imagine que lorsque l'on prend des drogues en particulier, elles activent un réseau large qui ne l'était pas auparavant, que ça devient important pour une raison ou pour une autre. Il faut que ce soit important pour que vous vous en souveniez. Il faut que ce soit vital pour que l'organisme s'en souvienne. Alors bien évidemment, cela pourrait détruire le cerveau entièrement. Vous pourriez être bloqué dans la répétition incessante de cet événement-là, mais il pourrait y avoir un mécanisme avec des changements synaptiques très rapides qui recrutent le réseau dans le cadre de cette expérience-là. Donc ça, c'est quelque chose que l'on commence à comprendre. On le voit chez les souris. On prend des souris. À l'université hébraïque, on a un professeur qui travaille. Vous prenez une souris pendant quelques minutes, elle nage sans avoir de possibilité d'appui. La souris sait qu'elle va se noyer très vite. C'est une souris traumatisée. Après 4 minutes, il n'est plus question que de survie. On voit que la souris n'interagit plus. Donc c'était un traumatisme pour cette petite souris avec son petit cerveau parce que c'était une situation potentiellement fatale. Et on a essayé de comprendre le mécanisme et pourquoi ces 4 minutes de proximité à la mort ont changé la connectivité cérébrale de cette souris à jamais. Comment faire en sorte que cette souris ou toute personne traumatisée revienne à l'état précédent? Là, c'est la question. Bien, nous sommes un petit peu à court de temps et je pense qu'il est peut-être temps pour nous de prendre des questions du public. Pour Idan ou Metin, il y a une personne qui souhaite, plusieurs personnes qui souhaitent intervenir. Thank you. It's really fast. Merci pour cette discussion fascinante. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire concernant les traumatismes, on voit que l'ADN se modifie avec les traumatismes et je me demandais si comment la créativité changeait après les traumatismes. Trauma? Créativité, traumatisme, résilience, les gens qui deviennent plus créatifs parce que la résilience l'accroît, ou bien des gens qui le deviennent moins suite à un traumatisme. Bon, chez les souris, chez la souris que j'ai mentionnée auparavant, on peut parler de souris créatives. Il y a des souris qui sont bien plus créatives que d'autres et qui arrivent à explorer les labyrinthes mieux que les autres. Elles trouvent leur bout de fromage plus facilement que les autres. Donc on peut explorer la créativité chez les souris au niveau cérébral. On ne va pas ouvrir le cerveau, la boîte crânienne d'une personne créative pour voir ce qui se passe au niveau synaptique chez elle. Mais si vous traumatisez une souris, il est clair qu'elle va répéter ce qu'elle sait faire, elle ne va pas explorer quelque chose de nouveau, elle se sent mal à l'aise, elle est inconfortable. Et c'est ce qui se passe bien souvent avec nos politiciens en Israël d'ailleurs. On voit qu'ils répètent un traumatisme encore et encore. Ils sont comme des souris. Ils ne peuvent plus se projeter avec de nouvelles idées. Ils sont traumatisés et ils essaient de nous traumatiser aussi. Mais bon, ça c'est une toute autre question. Mais quoi qu'il en soit, ils ne sont pas créatifs. On le voit très bien. Ils n'ont pas de nouvelles idées. Il y a beaucoup de créativité en Israël, beaucoup de start-up en Israël, mais au niveau politique, aucune créativité. Ils ont été traumatisés, les souris ont été traumatisées. Or, les traumatismes vont à l'encontre de la créativité. Yes. Professor Segev. Professeur Segev, j'aimerais vous remercier car en tant que professeur enseignante zen, je dis toujours que les expériences psychiques se résument à des interactions et que le libre arbitre, c'est une illusion. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui m'a surprise, dont vous avez dit qu'elle vous a surpris, à savoir
les structures cérébrales que nous avons eues depuis des centaines de milliers d'années sont tellement créatives. Bon, moi, je ne suis pas surprise. Vous avez parlé de neurones. Vous avez dit qu'il y en avait 10 à la puissance 11. Lorsque vous considérez que l'échiquier a 64 cases, je crois, qui est un chiffre bien plus petit, après 5 coups, chaque joueur d'échecs ont ouvert la porte à des millions de possibilités. Un autre exemple, si M. Arditi avait étudié la physique au XVe siècle, il aurait pu apprendre tout ce qu'il lui fallait pour parler à ses congénères en quelques semaines. Or maintenant, il faut étudier pendant des années et des années avant de commencer à comprendre les problèmes, et je ne parle même pas de trouver de solutions. Et donc je suggérerais, si l'on revient à la créativité, je dis à mes disciples que l'on peut améliorer l'environnement ou votre créativité en faisant des choses très simples au niveau environnemental. Par exemple, rassembler toutes les informations nécessaires à la situation ou aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Puis, ne faites rien qui soit similaire à ce problème. Faites tout à fait autre chose. Dansez, jardinez, sortez. Et ensuite, vous verrez ce qui se passe. Le moins vous ennuyez votre inconscient, mieux vous seriez à même de trouver une solution. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Tout à fait, 100%. Vous avez abordé un point très important. Et c'est quelque chose qui nous affecte tous, à savoir quelles sont les conditions pour chacun d'entre nous. Il se peut qu'elles soient différentes. Virginia Woolf parlait d'une chambre pour elle-même. Elle avait besoin de cet espace. Quel est l'espace dont chacun de nous avons besoin pour que, quoi qu'il se trouve dans votre cerveau, et il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, il y a beaucoup de choses dont on ne peut parler, c'est ça la question. Et c'est la question que je me suis posée toute ma vie. Où vais-je être le plus créatif? Au Festival de musique de Verbier, la piscine de l'Université hébraïque de Jérusalem? Quel va être le moment où je vais créer de nouvelles connexions? Je n'ai pas de réponse à cela. Ça dépend également de qui se trouve dans la piscine avec vous. Hi, I have a question for Idan. I'm a neuroscientist, I must say. Bonjour, j'ai une question pour Idan. Je suis neuroscientifique. Je crois que l'une des choses qui ne vous a pas rapproché, c'est simplement que vous n'avez pas parlé du tout de la procédure de créativité dans la science et l'intuition. Quelle est la place de l'intuition? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de créativité dans le cadre de la neuroscience. On ne m'a pas demandé d'en parler, mais maintenant que vous me posez la question, bien sûr. Dans toutes les sciences, oui, vous avez entièrement raison. Alors, c'est une discipline tout à fait nouvelle, récente. La discipline de toute science, le fait de pouvoir avoir une publication, que d'autres puissent la critiquer, c'est une invention de l'être humain, c'est une merveilleuse invention d'ailleurs. Nous n'aurions pas l'électricité sans science, par exemple. Mais l'intuition, quel est ce moment intuitif où je crée des liens, où j'ai cette intuition, je ne l'ai pas prouvé, mais je sais que je suis certain de quelque chose. J'ai cette certitude. C'est une intuition. C'est le moment aha ou le moment d'intuition. Mais je n'arrive pas à créer de lien entre ce que je sais à propos du cerveau et ces moments de
suprême de créativité ou d'intuition. Je ne peux pas, de mon point de vue, dire quoi que ce soit à ce propos-là. Il y a des scientifiques qui peuvent étudier le cerveau, qui arrivent à décrire depuis l'extérieur ce qui se passe, mais personnellement, je ne peux pas décrire ce qui se passe et j'aurais bien aimé pouvoir le faire. C'est quand même beaucoup une question d'expérience. C'est les expériences vécues dans le passé qui nous permettent d'avoir un certain nombre de points de référence sur lesquels on se retrouve automatiquement, volendo nolendo, hein, et c'est ça, l'intuition, ça se retrouve dans toutes sortes de situations. Moi, je crois que ce qui est quand même très important quand on parle de créativité et de neurosciences, c'est important évidemment d'essayer de comprendre les mécanismes. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est très difficile. Il y a des grands scientifiques comme Idan, comme vous. C'est votre travail. Moi, je crois que c'est quand même important de souligner que ce qui compte le plus, c'est quand même la créativité elle-même. Et c'est-à-dire que les chemins qui mènent à la créativité passent aussi par le grand travail et l'humilité. Apprendre le métier, c'est une réalité. Picasso dessinait des femmes n'importe comment, mais il savait dessiner aussi bien que Michel-Ange. Et en matière d'écriture, on peut avoir toutes sortes d'expressions très originales, très créatives et tout ça. Mais le métier, c'est quelque chose qui s'apprend. L'artisanat est une composante essentielle de l'art, c'est la composante majeure de l'art. Et c'est vrai que ce qui compte dans une société, c'est quand même la production artistique, créative, qui nous permet de vivre, qui nous permet de, ce que tu disais avant, qui permet à chaque génération de se connaître, de se regarder, de se retrouver. Et cette démarche-là, elle est quand même largement fondée sur le savoir-faire durement acquis. Si vous permettez. I'd like to rebound on the question. Permettez-moi de rebondir sur la question d'intuition et peut-être aller un pas plus loin et parler d'inspiration. Metinarditi a parlé de blocage, mais avant d'être blocage, avant d'avoir un blocage, il faut avoir trouvé un nouveau sujet, un nouveau livre, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va savoir qu'on est bloqué. Donc, comment trouvez-vous votre sujet? Eh bien, c'est suite à beaucoup de travail. Il faut beaucoup s'investir. Il faut beaucoup de temps. Il faut environ 6 mois pour qu'une histoire soit correcte. Et beaucoup de livres remplis de mon écriture et beaucoup d'erreurs qui doivent être corrigées à chaque fois. Et typiquement, écrire un livre, c'est 6 mois de préparation, 12 mois d'écriture et 6 mois de réécriture. Au bout de 6 mois, vous avez quelque chose d'extrêmement simple. Et vous vous dites, mais c'est pas possible, il m'a fallu 6 mois pour faire quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on aurait pu dire en 5 minutes. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait ce qu'on appelle l'inspiration. Je crois que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'amour aussi pour ce qu'on fait. J'adore être dans mes histoires, j'adore imaginer ces différents personnages. J'adore les voir devant moi, les voir bouger, faire ce qu'ils font, parce que c'est eux qui décident, c'est pas moi. Moi, j'essaye simplement de leur être derrière. Et au bout de cette période, on a une histoire plus ou moins décente qu'on va pouvoir chercher à faire publier. Mais il faut beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'humilité.
Je me souviens d'avoir vu une entrevue d'un écrivain américain, de James Lee Burke, voilà son nom, qui habite en Louisiane, qui a dit « Quand on est face à l'art, l'humilité n'est pas une vertu, c'est une nécessité. » Et j'y reviens sans cesse. Dans le meilleur des cas, au bout du compte, vous avez une belle histoire et puis vous pouvez vous dire, eh bien, c'est de la créativité, que vous avez créé quelque chose. Mais dans la réalité, c'est beaucoup de travail qui débouche sur quelque chose de plus ou moins décent qu'on peut raconter aux gens qui vous entourent, qui vont acheter le livre. Mais il y a un thème récurrent, vous l'avez déjà dit 2 fois, et je me souviens d'une histoire racontée par un neuroscientifique qui connaissait très bien Marcus, et Marcus lui a dit, et vous utilisez le même langage, mais Marcus, je ne sais pas si vous le savez, mais il a traversé 7 portes. Quand il écrivait, il s'enfermait dans un monde isolé, déconnecté, et dans cette cellule, il créait ces créatures, ces personnages, il les voyait physiquement, il interagissait avec eux et il se battait physiquement. Et si quelqu'un le voyait de l'extérieur, voyait ce qui se passait dans cette salle, il l'internerait et il le mettrait dans un hôpital psychiatrique en disant qu'il était complètement fou. Et vous avez dit quelque chose de semblable. Vous le disiez dans une autre réunion d'ailleurs. Vous parlez de ces créatures, de ces personnages que vous créez et qui vous parlent comme s'il y avait vous et eux, même si tout se passe dans votre cerveau. C'est intéressant de voir que vous vous déconnectez de ces héros que vous créez de par vous-même. Lorsque j'ai passé à un moment donné de l'essai, j'ai commencé par écrire des essais au roman. J'étais à mon premier roman, ça s'appelait Victoria Hall, et il y avait un personnage, une petite dame italienne, âgée, toute frêle, les cheveux blancs, un peu dépressive, qui s'appelait Livia. C'était un personnage du roman. Et j'étais en train d'écrire ce roman, et un soir, je vais me coucher, ça devait être 11h30, je cessais d'écrire, je vais me coucher, je vais au lit, et tout à coup, je comprends, j'arrivais vers la fin de l'écriture du roman, et je comprends que ce personnage, ou en tout cas, si pas je comprends, je crois que ce personnage, eh bien, je vais le perdre. Et je me mets à pleurer dans mon lit, comme si j'allais perdre un être de chair. Ça ne s'est pas reproduit parce que j'ai appris 2 choses. La première, c'est que ces personnages restent toujours en moi. Et puis la deuxième, c'est que la fin de l'écriture n'était pas si proche parce que ça prend beaucoup de temps pour arriver à finir un roman, et beaucoup plus que ce que je pensais, beaucoup plus de réécriture que ce que je pensais. Donc à la fin du compte, on a du temps pour préparer les adieux, n'est-ce pas? C'est pas si... Ce d'autant plus que dans tes romans, tu as tendance à reconvoquer des personnages. Oui, toujours. Oui, c'est vrai. Et je le fais, oui, en fait, c'est moi, c'est eux qui viennent, on ne sait pas trop, on essaye de s'entendre. I would like to turn to Idan for a question how he would. Je me tourne vers Idan pour lui poser une question aussi à propos de l'inspiration. J'ai des témoignages de la part de physiciens quantum, qui ont été, un notamment qui a été invité à avoir un dialogue avec
des Indiens, et ce physicien quantique a dit que ces questions étaient très embarrassantes, qui prouvaient que ces Indiens savaient des milliers de choses en plus que lui. Il voulait savoir à quel point se trouvaient les sciences occidentales. Alors, comment est-ce qu'ils accèdent à ces connaissances? Ils font de la méditation profonde et ils acquièrent des connaissances sur l'univers. Alors, il y a des physiciens quantiques qui ont essayé d'étudier cela et qui étudient aussi le cerveau. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez à propos des chercheurs de Penrose et de Malraux, ces microturbules dans le cerveau qui s'allument et qui s'éteignent à plusieurs reprises par seconde, et ils peuvent se connecter avec ce que Platon a décrit comme étant l'idée, le monde des idées. Ce qui signifie qu'il y aurait un monde avec beaucoup d'idées ou toutes les idées possibles avec lesquelles on peut entrer en contact si votre cerveau, si votre esprit est en état de le faire. Alors, beaucoup trop mystique pour moi. Beaucoup trop mystique. Je ne crois pas à un monde d'idées, mis à part le mien. Mon cerveau génère les idées. Je pourrais avoir une idée en interagissant avec vous, mais ce n'est pas une idée qui existe à part entière ailleurs. Alors maintenant, à propos de Penrose, Penrose est un très grand physicien. La question ne se pose pas. De merveilleux travaux. Mais ce qu'il a dit à propos de ces microturbules, c'est du n'importe quoi. J'aimerais, Idan et Metin, donner le mot de la fin à Yves Flukiger, qui nous a si gentiment accueillis. Mesdames et messieurs, ce serait très bref. Au nom de l'Université hébraïque de Jérusalem, au nom de l'Université de Genève, j'aimerais remercier nos deux conférenciers pour le magnifique dialogue qu'ils nous ont offert ce soir. Cette rencontre improbable, a priori, a donné lieu à toute une série de réflexions sur la créativité. Comme vous le savez, pour l'Université hébraïque de Jérusalem, dont je salue le recteur ce soir, et pour l'Université de Genève, la créativité fait manifestement partie de notre mission. C'est le centre de notre devoir par rapport à l'ensemble de la société. Et je remercie vraiment ces deux brillants esprits de nous avoir ouvert toute une série de pistes de réflexion extrêmement intéressantes pour mieux comprendre cette créativité. J'aimerais aussi dire que pour l'Université hébraïque de Jérusalem et pour l'Université de Genève, la polyvalence est une caractéristique tout à fait importante, centrale de nos développements, de nos institutions universitaires. Et cette polyvalence, elle a été parfaitement représentée ce soir par la neurobiologie et par l'art, l'écriture, représentée par nos deux brillants conférenciers. Je les en remercie parce que c'est la démonstration que la polyvalence est absolument indispensable aussi pour cette créativité. Puis finalement, j'aimerais terminer par vous dire que l'événement qui a été organisé ce soir en collaboration avec l'Université hébraïque de Jérusalem est simplement le premier pas d'une collaboration que nous allons étendre dans les années à venir. Nous allons signer ce soir même un accord de partenariat stratégique entre nos deux universités. Donc l'événement que vous avez eu la chance de suivre ce soir, il va se répéter encore à l'avenir. Et puis je pense que la prochaine fois, on aura l'occasion d'aller à l'auditoire U600 pour que vous puissiez être tous et toutes accueillis dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup, très bonne soirée.